Oliver Twist, chapitre 9. Le lecteur assiste à une entrevue importante pour la suite de l'histoire et Oliver retrouve de vieux amis. Ce jour-là, Bill Sax s'éveilla de sa sieste de mauvaise humeur. Il n'habitait plus l'appartement où nous l'avons vu avec Oliver, mais une misérable mansarde, signe d'une situation encore plus piteuse qu'avant la tentative de cambriolage. Depuis cette date, il est vrai, les mois avaient passé sans qu'il fasse autre chose qu'essayer de se faire oublier, une activité peu lucrative, qui l'avait réduit aux dernières extrémités. « Ma poule, dit-il à une jeune femme assise sur la seule chaise du lieu, faut que t'ailles chez Fagin, lui demander du blé. » Pour toute réponse, Nancy fit la grimace. « Moi, je peux pas, précisa Sykes. Rapport aux flics. » Nancy soupira, se leva, se dirigea vers la porte. « J'y vais, dit-elle en sortant, mais j'aurais préféré m'en passer. » En arrivant à la demeure du joyeux vieillard, elle y trouva seule. On était à la belle saison, et ses jeunes disciples avaient adapté leurs horaires d'activité à ceux de leurs honorables clients, qui attendaient que la chaleur du jour soit tombée pour sortir. « Bill a besoin d'argent, hein ?» dit Fagin, après l'avoir salué. « Il est à fond de cale. Il faut que tu lui lâches quelque chose pour le calmer. Il est complètement enragé depuis. En fait, il est capable... » « Je vois, » l'interrompit Fagin, qui savait très bien de quoi Sykes était capable, c'est-à-dire du pire, et qui avait calculé tout en l'écoutant. « Je peux te donner 3 livres pour lui, mais tu lui diras qu'après ça, il n'y aura plus rien. Va falloir qu'il pense à se remettre au travail, hein ?»« Je lui dirai, mais il est nerveux. »« Attends-moi là, » dit-il en tirant une clé de sa poche. « Je vais... Chut ! Quelqu'un vient. Ce doit être l'homme que j'attendais un peu plus tôt. Ne t'inquiète pas. Il va pas rester plus de 10 minutes. » Sur quoi, il se leva et alla ouvrir la porte. Un homme entra. Il était grand, très brun, avait le regard dur et au cou une marque rouge, comme une brûlure, que son foulard ne dissimulait pas entièrement. En voyant Nancy, il eut un mouvement de recul. « C'est une de mes jeunes élèves, » dit Fagin. « Ne bouge pas, Nancy. » Elle n'en avait pas l'intention. Après un coup d'œil vague au nouveau venu, elle tourna la tête pour bien montrer qu'il ne l'intéressait pas. « Des nouvelles ?» demanda Fagin. « Excellente, cette fois je touche au but. Le bedeau m'a vendu ce que vous savez. Là où c'est maintenant, personne n'ira le chercher. » Puis, montrant Nancy du doigt, l'homme ajouta « Il faut que je vous parle. »« Alors venez, » dit Fagin, en le prenant par le bras. Elle les entendit monter et comprit qu'ils allaient au second étage. Avant que le bruit de leurs pas ait complètement cessé, elle grimpa l'escalier à son tour, d'une façon incroyablement silencieuse. La pièce du sous-sol resta vide un quart d'heure. Puis la jeune femme revint, bientôt, rejointe par Fagin. L'homme était sorti directement, en descendant des étages. « Ma chère, dit le vieillard, comme tu es pâle. »« Qu'as-tu, hein ? Pâle, dit Nancy. Ça doit être à force d'attendre dans ce trou, sans air. Donne-moi plutôt l'argent, que je m'en retourne. » Le vieillard lui remit les 3 livres en soupirant, puis Nancy s'en alla. Mais à peine fut-elle dehors qu'elle se mit en marche dans la direction qui n'était pas celle de la mansarde où Bill l'attendait. Petit à petit, elle accéléra le pas, au point que, par moments, elle trottait au milieu des passants, de plus en plus nombreux, qui se retournaient pour la regarder passer, en disant « Elle est folle !» Elle arriva dans les beaux quartiers, et là, atteignit enfin son but. C'était une paisible pension de famille à proximité de Hyde Park. Au moment d'y pénétrer, Nancy eut un moment d'hésitation. La cloche d'une église voisine qui sonna 10 heures la décida. Elle entra dans le vestibule et demanda au veilleur de nuit. «
Je voudrais voir mademoiselle Rose Mélie, qui est descendue ici. »« Qui dois-je annoncer ?» demanda-t-il. « Mon nom ne lui dira rien. »« Alors, allez-vous-en, » répondit le domestique. « Vous feriez mieux de réfléchir avant de faire une bêtise. Quand elle apprendra que vous m'avez renvoyé, vous perdrez votre place. » Peu soucieux d'avoir des ennuis, il disparut dans l'escalier, laissant Nancy presque hors d'haleine à force d'appréhension. « Mademoiselle Mélie va vous recevoir, » annonça-t-il 5 minutes plus tard. « J'ai compris qu'on vous a mal reçu, » dit Rose, de sa voix si douce quand Nancy entra dans le petit boudoir où elle était assise. « Oubliez-le, je vous prie, et dites ce que vous avez à me dire. » Cette gentillesse frappa Nancy, qui fondit en larmes. « Mademoiselle, dit-elle en hoquetant, s'il y en avait plus comme vous et moins comme moi, ce serait... Asseyez-vous, je vous en prie. Et si je puis faire quelque chose pour vous, venir en aide, parler sans crainte, je le ferai. Ne soyez pas aussi gentille avec moi, mademoiselle. Il faut que vous sachiez que je suis l'infâme qui a reconduit Oliver de force chez le vieux bandit, le soir où il a disparu de Pentonville. »« Vous !» s'écria Rose avec un mouvement de recul. « Je suis la méprisable créature dont vous avez entendu parler et qui vit parmi les voleurs. Ah, remerciez le ciel de vous avoir épargné de vivre dans le froid, la faim, la violence, l'ivresse et tout ce que j'ai subi depuis la naissance, l'égout d'une ruelle. Voilà ce qui fut mon berceau et qui sera mon lit de mort. Mais n'importe, je suis venue pour vous prévenir. Connaissez-vous un homme appelé Monks? Non, il vous connaît, lui. Il sait où vous êtes, et c'est par lui, en écoutant ce qu'il racontait au vieux Fagin, que j'ai appris où vous vous trouvez. J'en ai pourtant jamais entendu parler. Ce qui est sûr, reprit Nancy, c'est qu'il a aperçu Oliver le jour où le vieux monsieur l'a recueilli, et qu'il l'a reconnu. Apparemment, il le cherchait depuis déjà un moment. Après, il a payé Fagin pour qu'il le récupère, et aussi pour qu'il fasse de lui un voleur. « D'Oliver? Un voleur? Mais je ne comprends pas. Je l'ignorais jusqu'à cet après-midi. Ce Monk est venu chez Fagin. J'ai pu surprendre leur conversation. Il a dit « J'ai enfin mis la main sur l'unique preuve de l'identité du garçon, l'anneau avec le nom dessus et le médaillon. Ils sont au fond de la rivière et la sorcière qui a reçu la confession de sa mère pourrit dans son cercueil. » Puis, il a ajouté que désormais, l'argent du gamin était passé du bon côté, mais qu'il aurait eu plus de plaisir à l'obtenir de l'autre façon, en lui faisant connaître une des prisons de la ville. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Rose, les yeux agrandis par un mélange de surprise et d'horreur. Il a ajouté pour finir qu'il avait mis au point le plan d'un piège tout à fait remarquable pour y prendre son frère. Et là-dessus, il a ri. « Mais c'est affreux et incompréhensible. Qui est le frère de qui ? Ce Monk d'Oliver, son demi-frère, plutôt aussi mauvais que le garçon est bon. »« Son frère !» s'exclama Rose d'une voix étouffée. « Vous croyez qu'il parlait sérieusement ?»« Il parle toujours sérieusement. Et voyez-vous, je connais des types qui ont du sang sur les mains, mais je préférerais 10 fois les entendre proférer des menaces plutôt que lui une seule. »« Que puis-je faire ?» dit Rose d'une voix qui perçait l'affolement. « Ça, je le sais pas encore. Il faut attendre que j'en sache un peu plus. Maintenant, je file, je dois rentrer. »« Rentrer ? Mais après ce que vous m'avez dit de votre vie, pourquoi tenez-vous à retourner là-bas ? Votre intervention, cette démarche au péril de votre vie, tout prouve qu'il y a encore beaucoup de bon en vous. Laissez-vous sauver pour un meilleur avenir, mademoiselle, dit Nancy en tombant à genoux. Si j'avais entendu vos bonnes paroles il y a quelques années, elles auraient pu me détourner d'une vie de péché et de chagrin. Mais il est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour la rédemption. Hélas, si, mademoiselle. Je ne sais pas ce que c'est
peut-être la punition que la colère Dieu fait tomber sur moi. Mais je suis attachée à un homme malgré les mauvais traitements qu'il me fait subir. Je ne peux plus le laisser à présent. Cela pourrait lui coûter la vie. Seulement, comment pourrais-je utiliser le secret que vous m'avez confié? Seule, je ne suis rien faire pour être utile à Oliver. Trouvez un homme honnête et bienveillant à qui parler sur le sceau du secret et qui pourra vous aider. Au moins, dites-moi si je pourrais vous revoir en cas de besoin. Tous les dimanches soirs, entre 11h et minuit, je me promènerai sur le pont de Londres. Vous m'y trouverez, si je vis encore. Sur ce, que le ciel vous garde, mademoiselle. Moi, je m'en vais. En disant ces mots, Nancy s'enfuit. Rosemélie demeura seule, accablée par cette étrange entrevue qui lui donnait l'impression qu'elle l'avait rêvé plutôt que réellement vécu. Le lecteur comprendra que, la nuit qui suivit, elle dormit peu et mal. Avec madame Mélie, le docteur et Oliver, elle n'était à Londres que depuis la veille. Tous devaient repartir dès le lendemain pour un port de la côte sud, où ils comptaient passer quelques semaines de vacances. Il n'était pas question de parler de cette affaire à madame Mélie, qui s'en serait alarmée au détriment de sa santé. Quant au docteur, Rose connaissait trop son caractère emporté. Avant même qu'elle ait fini de son récit, il se serait lancé à la recherche de ce monk, en déclenchant une catastrophe irrémédiable. Ce fut d'Oliver que vint la solution. Rose était dans le boudoir, où elle continuait à réfléchir sans trouver la solution, quand, au retour d'une promenade qu'elle venait de faire avec Gilles, il entra en trombe. « Pourquoi es-tu si émue ?» demanda Rose. « Je l'ai revu, dit-il, en donnant l'impression qu'il allait s'étrangler à chaque mot. « Revu? Mais qui donc? Monsieur Bronslow, il descendait d'une voiture, et je n'ai pas pu lui parler, mais Gilles a demandé s'il habitait là, et on lui a répondu que oui. Mon Dieu, dire que je l'ai retrouvé, j'ai son adresse, ici. » Il exhiba un morceau de papier. Rose lut l'adresse. Ce n'était pas très loin. Craven Street, dans le Strand. Elle vit tout de suite le profit qu'elle pourrait tirer de cette rencontre inattendue. « Appelle une fiacre, » dit Rose à Oliver. « Je t'y conduis tout de suite. » Oliver n'avait nul besoin qu'on lui dise de se presser. 5 minutes plus tard, ils étaient en route pour Craven Street. Quand ils y arrivèrent, Rose laissa Oliver dans la voiture, sous prétexte de préparer le vieil homme aux retrouvailles. Elle demanda à voir M. Bronslow pour une affaire très urgente. On la fit monter aussitôt, et elle se trouva face à un homme en habit vert-bouteille. Un autre monsieur était assis dans un des fauteuils. Il portait des guêtres de Nankin. « Monsieur Bronslow, je crois, monsieur, » dit-elle. « C'est moi, » dit le vieux monsieur. « Et voici mon ami, monsieur Greenwing. »« Je vais peut-être vous surprendre, » commença Rose, « mais vous avez manifesté naguère une grande bienveillance envers un très cher ami à moi, dont je pense vous aimeriez avoir des nouvelles. »« Mais très certainement, » dit monsieur Bronslow. « Vous l'avez connu sous le nom d'Oliver Twist. » À ce nom, monsieur Greenwich lâcha le livre qu'il feuilletait pour se donner une contenance. La surprise de M. Bronslow ne fut pas moindre, mais il la manifesta avec plus de discrétion. Il demanda avec fièvre « Si vous avez des éléments propres à changer l'opinion défavorable que j'ai de cet enfant, je vous prie de me les dire sans plus tarder. C'est un mauvais bougre, j'en mangerai ma tête. C'est un enfant d'un naturel noble, et qui a du cœur, dit Rose, dont les sentiments feraient honneur à des personnes ayant 10 fois son âge. « Je n'ai que 60, grogna M. Grimwig, et comme Oliver en n'a que seulement 11, si je ne m'abuse, je ne vois pas qui vous visez. »« Ne faites pas attention aux remarques de mon ami, dit M. Bronslow. « Racontez-moi plutôt tout ce que vous savez de ce garçon. »
Rose, qui avait eu le temps de remettre en ordre ses idées, raconta en peu de mots ce qui était arrivé à Oliver depuis qu'il avait quitté la maison de Pentonville. Elle conclut en l'assurant que son seul grand chagrin avait été de ne pas revoir son bienfaiteur et ami. « Dieu soit loué !» s'exclama M. Brownlow. « C'est pour moi un bonheur plus grand que vous ne pouvez l'imaginer, mademoiselle Mélie, depuis que l'enquête que j'ai menée à l'étranger m'a permis d'en apprendre un peu plus long sur son compte et le vôtre. »« Le mien, monsieur ?» dit Rose en blêmissant. « Je ne veux rien vous dire avant de l'avoir vu. Où est-il ? » ?»« Dans une voiture, devant votre porte. »« Devant ma porte ?» s'écria-t-il en quittant précipitamment la pièce pour descendre l'escalier à la hâte et monter dans la voiture. Quand M. Brownlow revint accompagné d'Oliver, M. Grimwig fit au garçon un accueil gracieux. « Tout d'abord, dit M. Brownlow, en agitant la sonnette, il y a quelqu'un qui ne doit pas être oublié. » La vieille gouvernante répondit à cet appel immédiatement, en ayant fait une révérence, attendit les ordres. « Eh bien, madame Bedwin, dit M. Brownlow, je constate que vous devenez tous les jours un peu plus aveugle. C'est hélas le cas, la vue des gens ne s'améliore pas avec l'âge. Chaussez vos lunettes pour voir ce pourquoi je vous ai fait venir. » La vieille dame commença de fouiller dans ses poches, mais Oliver ne lui laissa pas le temps de les trouver. Il s'élança dans ses bras. « Dieu est trop bon envers moi !» s'exclama la vieille femme, en le reconnaissant enfin et en l'embrassant. « C'est mon cher petit Oliver. »« Oui, mon excellente infirmière. Je savais bien qu'il reviendrait. Comme il a bonne mine. Ah, que je suis heureuse !» Tout en parlant, elle riait et pleurait, tout à la fois, et serrait Oliver contre son cœur à l'étouffer. M. Brownlow laissa le garçon en tête-à-tête avec la bonne gouvernante. Dans la pièce voisine, les deux hommes entendirent de la bouche de Rose tous les détails de son entrevue avec Nancy. Elle expliqua aussi les raisons qui l'avaient incité à ne pas se confier d'abord au docteur Losberne. M. Brownlow approuva cette attitude qu'il qualifia de prudente. Il jugea néanmoins qu'il devait avoir au plus tôt un entretien avec le docteur et Madame Mélie. L'entrevue eut lieu le soir même, à 8 heures. Rose n'avait pas exagéré la colère probable du docteur Losberne. Fort heureusement, M. Brownlow lui fit entendre raison par une série d'arguments et de raisonnements qui finirent par le convaincre. « Alors, que voulez-vous que nous fassions ?» dit le docteur. « Il est clair que pour élucider ce mystère, répondit M. Brownlow, nous devrons faire tout avouer à ce Monquin. Ceci ne pourra réussir que par ruse. Si nous le faisions prendre par la police, il nous filerait entre les doigts, car nous n'avons aucune preuve contre lui. Nous devrons d'abord voir Nancy, pour lui demander de plus amples renseignements sur ce Monk. Jusque-là, restons complètement tranquilles. » Ce délai de 5 jours fit faire la grimace au docteur, mais il fut forcé d'admettre que c'était le meilleur parti à prendre. « Bien entendu, conclut Madame Mélie, nous restons à Londres jusqu'au succès de nos recherches. Dussions nous y passer un an.